Ça continue. Bienvenue, Christian Jacob. Bonjour. Bonjour. Gérer la crise. Vous avez de la chance, l'opposition. Vous ne l'avez pas à la gérer. Vous la laissez aux autres. Oui, enfin, on a aussi à mettre l'accent sur les points de faiblesse et puis aussi être force de proposition. Alors, ce matin, les scènes bouleversantes d'hier sont en train de se reproduire avec l'état des gares, avec la cohue sur les quais, avec la tension et les dangers sur les quais. Par quoi vous êtes impressionné, vous ? Par l'amateurisme du gouvernement, tout d'abord, c'est-à-dire l'utilisation des ordonnances sur ce sujet. Vous savez, les ordonnances, il faut que tout le monde comprenne bien ce que c'est. On va essayer de ne pas dire n'importe quoi. Ce matin, on va essayer de dire la vérité. Oui. Mais ce qui vous impressionne le plus, c'est pas la situation sur les quais, le fait qu'on franchisse les quais, qu'on prenne des risques, qu'il y ait tellement de bousculades dans les trains, qu'il n'y ait pas de train. Ce qui vous impressionne, c'est les ordonnances et le gouvernement. Ça, on peut le mettre après, mais vous n'avez pas une réaction personnelle. Mais la réaction personnelle, c'est qu'est-ce qui a généré cela ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la France est bloquée ? Pourquoi l'opinion publique ne comprend rien à cette situation et se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Tout le pays est bloqué. Tout simplement parce que je pense qu'on est sur... Parce qu'il y a une réforme qui va être faite, qui est jugée nécessaire et que vous n'avez jamais fait vous-même. Non. Non, mais attendez, vous allez me faire les questions, les réponses. On inverse les choses. Donc on va remettre les choses dans l'ordre. Pourquoi le pays est bloqué ? Parce qu'il y a une réforme. S'il y a une réforme, et elle est jugée nécessaire. On dit qu'il y a la concurrence internationale que vous aviez votée à l'époque. Alors ? Qu'est-ce qui vous émeut ? La situation des usagers ? La situation des grévistes ? Non, ce n'est pas la situation des grévistes, c'est que le pays soit bloqué. Et le pays est bloqué parce que cette réforme sur l'ouverture à la concurrence, c'est un sujet sur lequel nous avons toujours été favorables. On le reste, on est très au clair là-dessus. Simplement, pourquoi avancer masqué ? Les ordonnances, je vais revenir d'un mot dessus. Les ordonnances, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que le Parlement se dessaisit de son pouvoir de légiférer pour le donner au gouvernement. Et donc, à partir de là, on se trouve dans une situation où on nous met des têtes de chapitre, mais en nous disant, écoutez, les cases, on va les boucler après, on va boucher les cases en quelque sorte, on va rédiger le texte une fois que le gouvernement aura obtenu des accords avec la CGT, avec Sudrail. Nous, on n'est pas là au Parlement pour travailler sous la dictée de Sudrail, de la CGT ou de l'exécutif. On veut faire un travail sérieux de parlementaires sur ce sujet d'ouverture à la concurrence qui est prévu et qui est inscrit dans les textes. On est dans le paquet ferroviaire européen. Donc avec une date butoir que tout le monde connaît, qui est le 31 décembre 2019, fin 2019, on doit effectivement ouvrir à la concurrence pour le transport des personnes. On va y revenir. Je reviens moi à la situation des usagers, puis les grévistes. Les usagers, jusqu'à présent, se sont comportés comme une masse qui était disciplinée, anonyme, mais de moins en moins passive. Est-ce que vous avez senti autour de vous comme des débuts d'exaspération et de colère, ou pas ? Mais bien sûr, mais pourquoi on est arrivé là ? Pourquoi avancer masqué en créant effectivement, je veux dire, à la fois de l'exaspération de la part des usagers qui sont bloqués, de l'inquiétude chez les agents, retirer le pouvoir de légiférer au Parlement, et donc le fait d'avancer par ordonnance fait qu'on ne sait pas quel est le texte, on ne sait pas la réforme qui est proposée. Pourquoi, Monsieur Macron, pourquoi le gouvernement se cache ? Pourquoi ne pas travailler à cahier ouvert avec un texte en disant voilà la réforme qu'on propose, il y a 7 articles, on en débat. Mais le débat va commencer dans quelques jours, le 9 avril, au Parlement. Oui, mais il y a eu une consultation qui était annoncée, prévue pendant 3 mois avec les syndicats, etc. Concertation, négociation, c'est une chose. Le 9 avril, non, le débat, c'est pas le 9 avril. Le débat, il a commencé hier. Ouais, en commission. En commission, et on est à partir de lundi... hémicycle, le 9. Et il va durer et on va avoir 3 jours. 17, jusqu'au 17. Ça fait 8, c'est-à-dire le vote, c'est le 17. Et vous avez noté que sur deux grands sujets... Le vote, c'est le mardi. Enfin bref. Sur 2 grands sujets, qui est la concurrence et le sujet de la structure nouvelle de la SNCF, ce n'est plus par ordonnance, ça vient au Parlement et vous le savez depuis plusieurs jours. Vous dites qu'il faut retirer les ordonnances et Mme Borne vous a dit depuis vendredi que sur ces 2 sujets, il n'y aura plus d'ordonnance. C'est faux. C'est faux. Il y a 7 articles. Il y a seul l'article 3 où les ordonnances ont été retirées sur l'ouverture à la concurrence. Ensuite, vous avez les 6 autres articles de la loi qui portent sur des sujets qui ne sont pas anecdotiques. L'autorité de régulation, le bureau des accidents, vous avez le statut juridique, la gouvernance. Tout cela est par ordonnance. Donc, mais pourquoi avancer masqué ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à cacher ? Pourquoi ne pas poser le texte sur la table et qu'on en débatte ? Philippe, enlève ton masque.
Oui, mais c'est au gouvernement d'enlever son masque. D'accord. Là, ils l'ont fait dans la précipitation. Pendant le week-end pascal, effectivement, dans l'affolement général. Vous avez vu d'ailleurs que Mme Borne avait prévu de donner une interview à un grand journal économique, aux Échos pour ne pas le nommer. Interview, revue, corrigée, même les questions corrigées par Matignon. C'est malheureux, ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement, que Matignon aurait écrit les textes des ministres que nous avons dénoncés à plusieurs reprises. Ensuite, dans l'affolement et dans la précipitation, sur un coin de table, effectivement, on modifie l'article 3 par voie d'amendement. Mais les autres articles, encore une fois, l'autorité de régulation, le mode de gouvernance, le statut juridique, la rémunération de l'utilisation des... tout ça est en négociation d'abord avec les syndicats. Mais moi, je n'ai pas travaillé sous la... Monsieur El Kabbach, je n'ai pas travaillé sous la dictée de la CGT ni de Sudrail. Je suis député de la Nation et c'est à ce titre-là qu'on doit faire un travail sérieux. Et pas nous dire, écoutez, vous votez les têtes de chapitre et après on va s'arranger avec la CGT. Non. Alors c'est ça que nous propose le gouvernement. Finalement, vous n'êtes pas en train de devenir les alliés de M. Martinez et de la CGT? Ça risque pas. Avec moi, vous avez quand même assez peu de risques. Alors, vous avez assez peu de risques. Entre le gouvernement d'Édouard Philippe et sa réforme et la CGT, ce matin, quel est votre choix? Le choix, c'est celui de la transparence. Quel est votre choix sur le plan de la réforme? Mais le plan de la réforme, nous sommes favorables à l'ouverture à la concurrence. Simplement, on veut savoir ce que l'on vote. On veut que sur l'autorité de régulation, on sache sur quel cadre juridique. On veut pouvoir en débattre. Est-ce qu'on conserve, on rentre dans des sujets techniques, un épic de tête ou pas, etc. Non, mais de quelle manière on attribue les sillons? Ça mérite que l'on discute de tout cela. Est-ce que vous croyez que le gouvernement va privatiser la SNCF? Non, je ne pense pas que ce soit ça. Et si vous arrivez au pouvoir, vous la privatisez ou pas, la SNCF? Non, je pense que le sujet n'est pas celui-là. Il est d'ouvrir la concurrence. D'ailleurs, on se demande qui l'achèterait dans l'état où est la SNCF. Elle a des résultats, etc. Il faut d'abord la moderniser. Alors, il y a le sujet de la dette aussi. On y arrive. L'évolution du statut des cheminots, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez fait? Sur l'évolution du statut des cheminots, moi je pense qu'il faut le revoir le régime de retraite. Tout cela n'est pas évoqué. Là, sur le statut des cheminots, le gouvernement nous dit on réforme le statut des cheminots, on ne touche pas à la garantie d'emploi, on ne touche pas au salaire, on ne touche pas aux retraites. Vous auriez voulu que tout se fasse d'un coup sur ce statut actuel? Oui, mais le sujet des retraites... Ça me semble légitime. Mais on vous a dit c'est en 2 temps, les retraites après. Oui, je ne sais pas quand. C'est repoussé au calendrier grec, à mon avis. Mais est-ce qu'il faut, pour renforcer le service public de la SNCF, est-ce qu'il faut une réforme de la SNCF? Oui, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, on peut tout à fait le faire. Et c'est pour ça que moi je souhaite qu'on ait un débat parlementaire, encore une fois, qui soit posé, qui soit ouvert et qui aurait sans doute peut-être évité tous ces blocages, parce que à partir du moment où vous êtes par ce système des ordonnances, donc on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le texte, on nous demande un chèque en blanc, vous créez, mais vous créez toutes les peurs. Mais je ne fais pas semblant. Pourquoi le gouvernement ne le donne pas? Expliquez-moi, pour quelle raison on cache les choses? Mais quand pour le quelle débat raison va on travaille arriver pas à l'Assemblée, mais on n'en saura rien. C'est une loi d'habilitation, monsieur El Kabbach, qu'on va voter. On ne vote pas un texte, on vote une loi d'habilitation. Et ensuite, après, lorsque le gouvernement aura légiféré à la place du Parlement, il y aura une loi de ratification. Moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait la clarté complète aujourd'hui, ce qui évitera toutes les peurs, les anxiétés, les suspicions, les procès d'intention. Travaillons à cahier ouvert. Un peu de courage, monsieur Macron, un peu de courage. Donc vous demandez par exemple à Édouard Philippe, après avoir reçu les syndicats et à Mme Borne, de recevoir les leaders politiques pour leur dire voilà ce que nous allons mettre lors du débat à l'Assemblée. Je demande à ce que ce soit public. Mais je ne demande pas des négociations sur un coin de table. Je demande à ce que ce soit public, transparent, mais que l'opinion publique, que tout le monde le voit. Quand vous allez être le 17, face au vote du projet de réforme, etc., les députés LR vont voter oui ou non à la réforme? On attend que l'examen du texte ait été au bout. On a toujours été favorable à l'ouverture à la concurrence. Oui, mais attendez, tout ça n'est pas anodin. Oui ou vous allez dire non? Non, mais d'abord, je ne vais pas vous répondre 8 jours avant. On fait un travail sérieux. Lorsque le texte aura été étudié, article par article, amendement après amendement, on prendra une position de vote. On a toujours été clairement favorable à l'ouverture à la concurrence. On ne va pas changer d'avis aujourd'hui. Mais on attend la fin de l'examen du texte. J'ai vu que vous reprochez au gouvernement d'être discret sur les 50 milliards de dettes
on pourrait dire, attendez le débat, ou peut-être on va vous expliquer. Bien sûr, tout à fait. Mais est-ce que vous voulez dire que si la droite était au pouvoir, elle aurait épongé tout de suite d'un coup, au début de la négociation, les 50 milliards de dettes? Il faut qu'on trouve une solution sur cette dette. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que le gouvernement, hier soir, enfin cette nuit, en commission, avait mis quelques propositions sur la table. Donc on va voir de quelle nature elles sont. Quand, il y a quelques années, la droite était au pouvoir, vous savez à combien s'est montée la dette? Non, mais le sujet, il est posé aujourd'hui. 30 milliards. Oui, d'accord, il a 50. Mais il a été maintenu. Il a 50 aujourd'hui. Oui, d'accord, mais elle n'a pas été absorbée. Non, mais il a 50 aujourd'hui. Mais le sujet de l'ouverture à la concurrence, c'est aujourd'hui qu'il se pose. C'est pas M. Macron, le grand réformateur, c'est tout simplement qu'il y avait une date butoir qui est celle de 2019. Donc il est comme n'importe quel gouvernement qui serait là, obligé, effectivement, en fonction du paquet ferroviaire, de mettre en place l'ouverture à la concurrence. Oui, vous reprochez le silence du gouvernement sur les lignes de faible trafic, les lignes peu fréquentées. Ouais. Il y en a combien? Je ne sais pas, il y en a... Vous savez, on a... Il y en a combien? Je ne sais pas, sans doute que vous avez la réponse si vous me posez la question. Oui, parce que j'ai lu le rapport Spinetta, 9200 km. Et vous savez combien de voyageurs? Non, non plus. 2% de voyageurs. Et vous saviez combien ça coûte par an? 2 milliards. 2%, 2 milliards. Ça ne vous choque pas, vous qui êtes favorable aux économies? Non, ça ne me choque pas, parce qu'on doit avoir aussi une politique d'aménagement du territoire. Il n'y a pas des coins de France où la République n'existe pas. Et donc, il faut aussi faire en sorte que si vous habitez dans le Massif central, si vous habitez, à Provins ou à Nogent-sur-Seine, vous avez le droit d'avoir un train aussi et d'être desservi. C'est ça l'aménagement du territoire. Oui, mais c'est pas des calculs de rentabilité à la petite semaine. C'est une vraie politique d'aménagement du territoire qu'il faut avoir le courage de porter. C'est pour cette raison-là aussi que je veux qu'on travaille en transparence et que tout soit sur la table. C'est ce que vous a dit hier ou il y a quelques jours Édouard Philippe, le Premier ministre. Bon, il n'y a pas de fermeture de ce qu'il appelle les petites lignes. Écoutez-le. Une réforme des petites lignes. Je ne suivrai pas le rapport Spinetta sur ce point. Je ne crois pas qu'on puisse décider de la fermeture de 9000 km de lignes depuis Paris sur des critères administratifs et comptables. Dans bien des territoires, le rail est au cœur de la stratégie des régions pour le développement des mobilités. Bon, la réponse vous va ou vous pensez qu'il raconte des histoires? Des bobards? J'attends de voir. Ce que je souhaite, c'est que tous ces sujets soient clairement posés. C'est comme ça qu'on fait du bon travail et c'est comme ça qu'on légifère correctement. Est-ce qu'entre le déploiement stratégique tous azimuts de la CGT et la réforme du gouvernement, l'opposition de droite entre nous n'est pas dans la seringue aujourd'hui? Bon, je ne sais pas dans quelle seringue. Nous, encore une fois, on a une position qui a toujours été claire. Je vous l'ai rappelé déjà à plusieurs reprises depuis quelques minutes. Sur l'ouverture à la concurrence, on n'en bougera pas. On a toujours été sur cette ligne-là. Vous pourriez voter la réforme? Ah ben oui, mais on n'a jamais exclu ça. Simplement, je considère qu'on est dans un système qui est totalement anxiogène aujourd'hui, qui génère des inquiétudes, des peurs de partout, qui fait que le pays est bloqué parce que ce gouvernement, j'ai eu l'occasion de le dire, est en train de professionnaliser l'amateurisme. Justement. Selon Guillaume Pépi, chaque jour de grève coûte 20 millions. Oui. Au bout de 3 mois, si ça dure 3 mois, je ne sais pas si vous avez une solution pour empêcher que ça dure 3 mois, ça tournerait autour du milliard. Qu'est-ce que vous dites à Philippe Martinez et qu'est-ce que vous dites au gouvernement? Est-ce que vous dites de renoncer à la réforme? Mais non, j'ai dit de renoncer aux ordonnances, encore une fois. Enfin, je ne sais pas en quelle langue il faut le dire. Je demande à ce que l'on parle en transparence, que chacun soit informé et prenne ses responsabilités. Nous prendrons les nôtres. Et moi, je n'ai jamais été favorable, et certainement pas sur la ligne de la CGT, de bloquer le pays. Je trouve ça invraisemblable. Ceci étant... aujourd'hui, la méthode utilisée par le gouvernement génère effectivement ces inquiétudes de part et d'autre. Et on ne sait plus où on en est. Il a les moyens de vous rassurer en mettant les choses sur la table. Mais en retirant les ordonnances, ils l'ont fait sur un article. Il y a 7 articles de loi. On ne va pas revenir là-dessus. Les grèves d'Air France. Il y a un article sur 7 où ils l'ont retiré. Les grèves d'Air France, Christian Jacob. Demandez-vous à la direction d'augmenter les salaires des pilotes, des stewards et des hôtesses des 6% comme ils le réclament? Non, je trouve que c'est une augmentation totalement démesurée. Et la grève elle-même?
qui serait produit. La grève, si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas demander aujourd'hui à Air France, qui est là aussi dans une situation fragile, même si l'entreprise n'est pas comparable à la situation de la SNCF, demander 6% d'augmentation dans le contexte actuel, je pense que tout ça n'est pas Il y a des gens qui ont la nostalgie de ce qui s'est passé il y a un demi-siècle, mai 68. Oui, moi je ne suis pas nostalgique de mai 68. Est-ce que les pilotes, plus les cheminots, plus les éboueurs, plus une partie des étudiants égale mai 2018 ? Je ne sais pas. J'ai aucune nostalgie et aucune admiration sur ce qui s'est passé en 68. Donc, vous savez, la révision de la Constitution approche. Le président de la République demande au Premier ministre de la présenter peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Est-ce qu'elle aura lieu ? De quelle façon ? Et à votre avis, quelle va être la position de la droite républicaine, de LR ? Nous avons toujours, mais une ligne, c'est un paquet global. Vous savez que le gouvernement l'a saucissonné en trois textes. Vous avez le mode de scrutin, où ils veulent introduire la proportionnelle. Moi, je suis résolument opposé, et nous sommes, chez les Républicains, opposés à la proportionnelle. La Ve République, c'est deux choses. C'est la stabilité de la majorité et l'autorité gouvernementale. Eh bien, lorsque l'on met la proportionnelle, on rompt ces deux piliers. Regardez ce qui se passe en Allemagne, 6 mois sans gouvernement, la situation en Italie aujourd'hui. On va vers le référendum ou le congrès à Versailles. C'est de la responsabilité du président de la République. Je ne vois pas pourquoi il irait au référendum, mais c'est son choix. S'il veut le faire, qu'il le fasse. Mais simplement, non, mais pourquoi il irait alors qu'il a une majorité pour faire voter ses textes? Donc s'il veut aller au référendum, c'est qu'il a peur de sa majorité, il n'a pas confiance. Écoutez, c'est de sa responsabilité. Un bon tiers des ministres du gouvernement va ou veut appliquer la règle anglo-saxonne. Alors, on n'a pas été au bout. Hein. Il y avait le mode de scrutin à la proportionnelle. Il y a un deuxième volet qui est la réduction du nombre de parlementaires, et des projets d'ordre constitutionnel qui sont sur des sujets de moindre... On y reviendra quand on connaîtra le texte. Je disais qu'un bon tiers des ministres du gouvernement va ou veut appliquer la règle anglo-saxonne du name and shame, c'est-à-dire nommer et faire honte. Et j'ai noté que Muriel Pénicaud, les entreprises qui abusent des travailleurs détachés, Gérald Darmanin, les fraudeurs fiscaux pénalement condamnés, Stéphane Travers, les méchants grands distributeurs, Marlène Schiappa, les entrepreneurs qui ne respectent pas l'égalité homme-femme, le tandem Mézard de Normandie, ceux qui jouent avec les Airbnb, chacun sa tête de Turc, c'est ce que vous voulez me dire. Non, votre droite, est-ce qu'elle est d'accord avec ces pratiques ? Moi, j'ai jamais été très favorable à ces systèmes de délation, de désigner un bouc émissaire. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a un bouc émissaire que l'on désigne. C'est-à-dire, vous dites, c'est pas un progrès de la morale, c'est plutôt un progrès de la culture de la délation. Oui, surtout, c'est ce système de se défausser en fait de ses responsabilités en désignant tel ou tel bouc émissaire. Je suis toujours très réservé sur tout cela. Dans la perspective des municipales, les Républicains, c'est loin, mais ça se prépare, paraît-il, dès maintenant, et pas seulement à Paris, vous paraissez craindre davantage le Front National qu'une poussée électorale des salafistes. Comment ça se fait ? Je ne sais pas, alors là, je n'ai jamais entendu une crainte ni l'autre. Vous savez, nous, les municipales, nous avons largement gagné la dernière fois. Nous nous préparons à conserver nos villes et à en gagner d'autres avec des équipes tout à fait solides. Et voilà, le sujet entre le Front National... Parce que vous voulez interdire le salafisme, j'ai vu, c'est comme si on voulait interdire le vent. Non. On veut interdire, je veux dire, c'est fermer les lieux de culte où on professe la haine et la violence. La haine de la France et la haine des Français. Et ça n'est pas acceptable. C'est ça que nous avons dit et que nous maintenons. Et sur ce sujet, d'ailleurs, on a baissé la garde dans la lutte contre le terrorisme pour la première fois. Nous avons voté, y compris sous le gouvernement de Hollande, pas nous accuser d'avoir soutenu M. Hollande, mais à 13 reprises, nous avons voté les textes, les lois antiterroristes. Là, nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait parce que le gouvernement a décidé de baisser la garde, notamment, je pense, aux perquisitions administratives qui ont été supprimées, ce qui fait qu'on est passé en 2 ans de 4600 perquisitions... Vous voulez supprimer l'état d'urgence et maintenant vous voulez le remettre. Non, attendez, on n'a jamais demandé à supprimer l'état d'urgence. On était pour son maintien. On était pour son maintien. Tout simplement, non, pas certains, à l'unanimité. Non, mais je veux dire, il ne faut pas arranger les choses. C'est l'unanimité du groupe qui était favorable à ce qu'on maintienne l'état d'urgence parce que ça permet de maintenir les perquisitions administratives qui ont été très utiles. Ça permet aussi, au-delà de ça, de maintenir les assignations à résidence qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Je dis une dernière remarque très vite, Christian Jacob. Vous gardez des relations rapprochées avec Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous dites à la jeune garde
LR qui voudrait oublier Sarkozy et tourner la page? Non, ce n'est pas le cas. Nicolas Sarkozy reste à la fois une référence, il a été celui qui nous a amené de belles victoires, et puis il y a un vrai lien affectif qui est resté entre l'équipe dirigeante, les militants et toute une grande partie des Français. Et les jeunes sont aussi, le soutiennent toujours. Merci d'être venu, bonne journée. Demain, la réforme du logement des HLM, des loyers avec Julien de Normandie. Et tout de suite, Romain Clélie et toute l'équipe, la matinale de CNews qui est réussie de Bourg-Corps. D'écoute. À vous.